Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. Peut-on parler d'intelligence des plantes ou des végétaux? L'idée même des plantes enseignantes est-elle recevable? Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Romuald Leterrier, bonsoir. Bonsoir. Je vous avais reçu une première fois sur Sud Radio à propos du festival consacré aux arts visionnaires que vous avez créé avec d'autres personnes à Sedan. Qui s'était bien passé d'ailleurs, si je me souviens bien. Et vous venez de rééditer un livre dont le titre est « Les plantes psychotropes et la conscience » aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand, avec un sous-titre extrêmement important pour la compréhension du sujet du livre, l'enseignement de l'ayahuasca. Donc on a bien compris qu'on va parler de chamanisme, de l'enseignement millénaire qu'ils ont recueilli à travers leurs expériences, et vous avez essayé de mettre tout cela en perspective avec les connaissances botaniques. Vous êtes un chercheur indépendant en ethnobotanisme. Et on va commencer par l'introduction, le tout petit texte que vous avez mis en introduction. Vous prenez la précaution, et je pense qu'il faut la prendre également dans cette émission, de rappeler que l'ayahuasca est une substance interdite en France. Oui, bien sûr. L'ayahuasca a été classée fin avril 2005 sur la liste des stupéfiants. L'ayahuasca, et pas que l'ayahuasca, également des plantes qui contiennent donc du DMT et aussi des principes comme l'armine et l'armaline qui sont contenus dans la liane ayahuasca. Alors pourquoi parce qu'il y a quand même plusieurs approches différentes. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet. Moi-même, je l'ai regretté par rapport à la recherche, si vous voulez. Mais il est vrai que, on est comme dans une société de consommation. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans notre première émission. On est une société de consommation et donc les gens utilisent quand même les plantes psychotropes en général en Occident sous un but récréationnel et pas du tout dans une logique très protocolaire et très rituelle qu'utilise le chamanisme, l'utilisation de ces plantes dans le chamanisme. Donc il y avait quand même un décalage, je pense, culturel très important. Donc effectivement, on aurait pu dériver vers des abus comme effectivement du business ou des choses qui étaient plus du domaine de la flatterie de l'ego peut-être. Donc il y a eu cette prudence, on va dire, du gouvernement. Mais moi je regrette juste par rapport effectivement aux recherches scientifiques ou autres pour pouvoir s'exprimer sur le sujet librement. Surtout qu'il y a quand même pas mal de personnes qui le faisaient dans le sens, si vous voulez, d'une information justement pour dire attention, l'ayahuasca c'est pas un jeu, chose quand même difficile, une expérience difficile qui peut être dangereuse. Notamment lorsqu'on peut avoir certaines pathologies latentes au niveau psychique ou autre. Donc voilà, il y avait quand même, ou même peut-être même des choses comme l'hypertension par exemple, c'est pas très très bien avec l'ayahuasca par exemple. Donc, tout ça, il fallait quand même effectivement, d'ailleurs c'est le ministère de la Santé qui a demandé cette classification. Ouais. Alors Romuald Leterrier, pendant toute cette émission, on va découvrir les différentes hypothèses, les différentes voies que vous ouvrez à travers ce livre qui sont extrêmement intéressantes, passionnantes. Découvrir également des études qui ont été menées par des botanistes. Je suis sûr que ça va être extrêmement riche en enseignements à ceux et celles qui nous écoutent et qui, s'ils sont jardiniers, ça va conforter leur rapport avec le monde végétal. Et pour ceux qui ne le sont pas ou moins, ils vont regarder leur entourage, leur voisinage végétal d'un œil tout à fait différent et tout à fait neuf. Du moins, je l'espère. On va se retrouver dans quelques instants avec Romuald Leterrier. Le temps pour moi de vous signaler que je suis à la recherche de témoignages de personnes qui auraient vécu un phénomène d'apparition ou qui, dans leur maison, ont constaté des phénomènes tout à fait étranges. Vous pouvez m'appeler et me laisser vos coordonnées au 0826 300 300. Dans la boîte vocale des aventuriers de l'étrange, 0826 300 300. Vous pouvez également me contacter par mail à étrange@sudradio.fr. Peut-on parler d'intelligence des plantes ou des végétaux et les plantes ont-elles une vertu enseignante? C'est ce que nous allons voir entre autres avec mon invité de ce soir, Romuald Leterrier. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio.
Romuald Le Terrier, j'ai l'occasion de vous recevoir une seconde fois dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio à l'occasion de la réédition de votre livre Les plantes psychotropes et la conscience, avec en sous-titre L'enseignement de l'ayahuasca. C'est paru aux éditions Alphée, Jean-Paul Bertrand. C'est petit format de poche. C'est un livre qui n'est pas très très épais, on va dire quoi, allez, 130 pages. Oui, c'est ça, c'est presque 140 exactement. Voilà, presque 140 pages en comptant la bibliographie, etc. et tous les renvois, mais extrêmement dense, extrêmement épais. Alors, on va suivre votre parcours, qui est d'abord un parcours humain. Ça ne peut pas être autrement, même, je serais tenté de dire, quand on se penche sur l'étude de ces plantes, comme l'ayahuasca, quand on se penche sur les différents rituels, les connaissances, la culture du chamanisme, quel qu'il soit, et du chamanisme en ce qui vous concerne amazonien en particulier. Mais on va commencer donc par le début de votre parcours. Parlez-nous de votre rencontre avec l'ayahuasca. Alors, un premier contact, bizarrement, à travers vos études sur les aborigènes, et là, ça nous emmène carrément de l'autre côté de la planète, en Australie. Oui, exact. Alors, en fait, cette recherche, je la mène depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire que la parution de ce livre, il a fallu près de 15 ans de recherche pluridisciplinaire. J'ai eu un parcours autodidacte, donc c'est ce qui m'a permis, moi aussi, d'avoir une vision peut-être plus large et me permettre d'étudier des sujets de recherche, on va dire, que j'aurais peut-être pas pu étudier dans un cadre universitaire. Moins ancré dans les préjugés peut-être, voilà. Ou dans les dogmes scientifiques. Exactement, puisque je me suis intéressé d'abord à l'art. Je cherchais en fait dans les peintures rupestres et dans les peintures contemporaines des aborigènes d'Australie des motifs biomoléculaires pour voir à cette époque s'il y avait dans les mythes et donc dans les représentations des mythes culturels de ces peuplades natives, s'il y avait des éléments qui étaient du domaine de la biologie, des choses qui étaient des structures extrêmement fines de la biologie moléculaire ou autre, chose que d'ailleurs j'avais trouvée dans certaines peintures aborigènes. Donc dans ce cadre de cette recherche, j'ai voulu comprendre un peu le chamanisme, c'est-à-dire comment ces peuples ont réussi à dessiner, à représenter ces structures qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être abordées par l'observation directe. Oui, en science, absolument pas visible à l'œil nu. D'accord, voilà. oui. Donc j'ai commencé à lire des livres sur le chamanisme, et notamment et c'est la première fois que j'ai entendu parler de l'ayahuasca, qui était le livre de Michael Harner, qui s'appelle Hallucinogène et chamanisme, où est consigné justement son expérience avec l'ayahuasca chez les Shuars en Amazonie équatorienne. Donc Michael Harner est un grand anthropologue qui a fait connaître le chamanisme et l'ayahuasca en Occident d'un point de vue anthropologique. Et donc la première rencontre avec l'ayahuasca, elle est livresque. C'est d'abord par la littérature, a suivi ensuite le livre de Jérémy Narby, extrêmement important pour moi et pour ce paradigme de cette nouvelle vision de l'intelligence dans le vivant. Donc je vais le développer après, mais c'est vrai que ce livre a été fondamental pour moi, puisqu'il y avait des corrélations avec mon travail que je faisais sur les aborigènes d'Australie, et là aussi il était question principalement de l'ayahuasca. Donc de là ensuite j'ai décidé de faire des parallèles avec des choses que moi j'avais étudiées dans d'autres domaines. Il y a comme une espèce d'éclaircissement dans ma conscience de parallèles, de similitudes, d'analogies, et j'ai essayé de dégager d'ailleurs une première vision de tout ça dans un article qui a été publié en 2002, qui s'appelle Les plantes enseignantes. Et ensuite, effectivement, je me suis embarqué pour l'Amazonie pour rencontrer les chamans, travailler avec eux, prendre la plante, et effectivement pouvoir mieux apprécier et mieux comprendre le phénomène de l'intérieur. Alors, dans l'introduction de votre livre, vous nous racontez que suite à votre périple en Australie, vous avez acheté un didgeridoo. Alors le didgeridoo, pour rappeler à ceux et celles qui ne savent pas peut-être ce que c'est cet instrument de musique qui est un tube qui était vidé par des termites et ensuite grâce à une respiration dite circulaire, c'est-à-dire il y a un flux d'air permanent envoyé dans le didgeridoo, il faut inspirer et expirer de manière circulaire en permanence, c'est assez compliqué d'ailleurs à faire, enfin moi j'y suis jamais arrivé, et on réussit à obtenir comme ça un très très beau son aborigène. Bien, vous avez fait un rêve
qui vous a apporté une piste étonnante. Oui. Concernant le didgeridoo, racontez-nous ce rêve, parce qu'on est quand même dans les aventuriers de l'étrange. Oui, non, mais c'est un rêve qui est survenu. Moi, j'avais acheté donc un didgeridoo, si vous voulez, et moi, je savais pas en jouer du tout. On m'avait un peu expliqué qu'il fallait faire un peu le bruit d'un cheval dedans. C'était très abstrait pour moi, donc je me suis dit j'arrivais pas du tout à souffler ou à faire le bruit, donc je m'étais dit voilà, j'avais posé l'objet comme un magnifique objet de décoration chez moi. Et puis j'ai fait un rêve effectivement quelques semaines après où je me trouvais donc au bord d'une rivière et je voyais donc un homme qui ressemblait d'ailleurs, je l'ai su après, c'est un chaman de l'ethnique que j'ai été étudier ensuite en Amazonie, et qui me disait viens, on va te montrer quelque chose. Et là, dans une sorte de maison, une sorte de maloca d'ailleurs, il y avait plein de didgeridoo au sol, alors très beau, il y en a qui est vraiment coloré, mais cette personne dans le rêve attirait mon attention sur un didgeridoo qui n'était pas du tout décoré, qui était fait de 2 lianes entrelacées, et on me disait écoute, essaye d'en souffler. Et donc je m'essayais au jeu de l'instrument dans le rêve, et la plus grande stupéfaction, sortait de l'instrument d'abord un bourdonnement fondamental, mais ensuite des notes et des harmoniques beaucoup plus aiguës, très féminines, comme quelque chose de très mélancolique, et en même temps qui prenait des volutes lumineuses assez complexes, des patterns en fait, chose à l'époque que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire des formes lumineuses, comme ça au fur et à mesure que vous jouiez, les notes étaient accompagnées par des formes géométriques lumineuses, très très belles. Ouais. Alors ça j'ai compris après lorsque, en prenant l'ayahuasca avec les chamans, j'ai vu les Icaros dans leur dimension non ordinaire, on va dire, c'est-à-dire dans leur dimension psychique, où on peut voir effectivement ces structures se déployer. Alors ce qui est intéressant dans ce rêve, c'est que il est doublement intéressant parce qu'en fait le didgeridoo, moi, parce que j'ai appris à en jouer ensuite, le didgeridoo m'a permis de rencontrer des amis qui m'ont vivement, ils sont d'ailleurs remerciés dans les remerciements du livre, qui m'ont vivement encouragé à publier mes recherches, chose que je ne voulais pas faire au départ, et m'ont même donné le soutien logistique à mes recherches. Donc il y avait vraiment quelque chose de germe dans ce rêve-là. C'était vraiment un rêve germe dans le sens où de la graine s'est développé vraiment un arbre de connaissances, on va dire. Et vous avez mis plusieurs années pour bien comprendre ce rêve et comprendre tout l'enseignement qu'il comportait. Il m'a fallu à peu près 7 ans. Ah ouais. Presque 7 ans. Eh oui, 7 ans. Oui, c'est amusant quand même, avouez. Oui, je reconnais. Mais au fur et à mesure que j'avançais, si vous voulez, je commençais à faire des parallèles, parce que c'est un rêve qui m'avait vraiment marqué. Il était très lumineux, très conscient, comme on dit, très lumineux, on va dire. Et donc je l'avais même noté. Et si vous voulez, c'est quelque chose dont je me rappelais des fois dans la jungle. Je me disais, c'est marrant. Et j'ai même fait une cérémonie d'ayahuasca qui m'a reconnecté à ce rêve un jour directement. Donc c'était assez étonnant, puisque dans la Maloca où j'étais, il y avait quelqu'un que je n'avais pas vu, en fait, d'origine américaine, qui s'était mis à jouer du didgeridoo pendant la cérémonie. Et donc c'était assez étonnant de voir comment effectivement le rêve devenait presque réalité au cœur de la jungle péruvienne. Ouais. Alors Romuald de Leterrier, on va rentrer de plein pied dans le chamanisme, l'ayahuasca, ensuite les différentes hypothèses que vous développez, mais d'une manière globale, qu'est-ce que vous aviez en esprit comme but que vous êtes fixé en écrivant ce livre? Qu'est-ce que vous diriez que les gens, le commun des mortels comme moi, ou ceux et celles qui nous écoutent, ou parmi eux peut-être un scientifique, un botanique, se disent après avoir refermé votre livre? En fait, si vous voulez, il faut déjà comprendre que ce livre, au-delà d'une dimension personnelle, il s'inscrit dans une dimension historique. Il y a quand même véritablement actuellement un changement de paradigme en ce qui concerne l'intelligence et la conscience dans le monde du vivant. Depuis à peu près une dizaine d'années, c'est dans les sciences de l'éthologie, les sciences cognitives notamment, qu'il y a vraiment une remise en cause du postulat de la conscience et de l'être humain en haut de la pyramide de l'évolution. On commence à trouver la conscience à peu près partout. On en trouve bien sûr chez les animaux supérieurs, comme nos cousins les singes anthropoïdes, où on va même jusqu'à trouver des structures culturelles. Pareil chez certaines espèces de cétacés comme les dauphins ou autres. Mais depuis quelque temps, on découvre dans les animaux qu'on dit inférieurs des qualités qui sont également celles de l'intelligence et de la mémoire ou autres. On s'est aperçu notamment de phénomènes de mémoire chez les vers de terre. Ah bon? C'est quand même très étonnant.
et aussi sur des animaux encore plus simples comme des amibes ou autres ou des créatures cellulaires. Oui, de manière primitive, mais qui existe, latente. Oui, bien sûr. Hein. Ouais. Il y a, dans le livre encore de Jérémy Narby qui s'appelle L'intelligence dans la nature, dans ce travail qu'il a fait il y a quelques années, justement, il explique très bien cette émergence de ce paradigme dans lequel s'inscrit également des découvertes sur les végétaux. Alors la conscience, on a l'impression, et surtout l'intelligence, parce que la conscience c'est quelque chose d'autre, c'est un phénomène réflexif, mais l'intelligence, l'intentionnalité se trouve à peu près à tous les niveaux de l'échelle du vivant. Et ça c'est très intéressant et c'est quelque chose qui émerge, si vous voulez, depuis quelques années dans ce paradigme, on va dire, des sciences du vivant. C'est quoi un paradigme, parce que vous l'utilisez très souvent comme terme? Alors un paradigme, c'est une vision, la vision de quelque chose, soit la vision du monde ou une représentation du monde, et surtout c'est une vision chargée de connaissances, puisque ce sont des savoirs qu'on injecte dans une représentation en fait. D'accord. Donc les paradigmes changent. Du temps de Descartes, on imaginait l'animal machine, donc quelque chose de complètement mécanique, sans âme. On est très loin de cette conception aujourd'hui, puisque petit à petit, on arrive à avoir effectivement une vision beaucoup plus cohérente et qui montre non seulement l'intelligence, la mémoire, mais aussi des phénomènes de conscience dans des créatures dont on n'aurait absolument pas imaginé qu'elles pouvaient en être le réceptacle en fait. Donc votre désir, c'est que quand on referme ce livre, on se dise que il y a de la conscience, il y a une forme d'intelligence et de langage dans le monde végétal. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous voulez, dans le domaine végétal, on a déjà des travaux qui datent depuis plusieurs années sur la sensibilité des plantes à la musique, mais aussi à la mémoire. C'est des expériences qui sont très simples. Si vous allez tailler les feuilles d'un arbre dans toujours au même endroit, il va orienter sa pousse dans l'autre sens. Ça, c'est un phénomène de mémorisation. C'est-à-dire que la plante est quand même capable de savoir qu'il y a une agression, et donc un obstacle, elle va se diriger, elle va contourner cet obstacle pour pousser, par exemple. Mais ce qui est intéressant avec les plantes chamaniques, c'est que là, on entre dans un autre domaine, celui d'une véritable interaction, donc d'une interactivité avec ces végétaux, d'une façon interactive avec la conscience de l'être humain. C'est-à-dire, on peut dialoguer, il y a un dialogue qui se crée avec la plante, avec l'esprit de la plante, et ensuite également, en retour, un enseignement. C'est-à-dire que ces végétaux sont porteurs d'une certaine forme de connaissance et d'un savoir global, on va dire, concernant la nature et notamment la phytothérapie. Et ça, c'est vraiment passionnant. Alors, une pause et on va se retrouver dans quelques instants pour commencer à dresser le décor, le contexte dans lequel l'ayahuasca se trouve, décor géographique, contexte culturel évidemment, parler du chamanisme pour bien délimiter ce qu'il est, enfin délimiter si l'on peut, parce que on verra que vous parlez même de cyberchamanisme, ce qui est peut-être un côté d'ailleurs inquiétant, je trouve. Nous sommes dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Romuald Le Terrier, auteur d'un livre passionnant aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand. Ce livre a comme titre Les plantes psychotropes et la conscience, et en sous-titre L'enseignement de l'ayahuasca. Je serais même tenté de dire que le sous-titre, c'est plutôt le titre, non? L'enseignement de l'ayahuasca, finalement. Oui, c'était au départ le titre, ça m'étonne si vous voulez, mais on a décidé, parce que c'est vrai que le fond du livre, c'est quand même une interaction entre les plantes psychotropes et la conscience. Tout à fait. Ces plantes sont porteuses de conscience. Donc, c'est l'hypothèse qui est suggérée dans l'ouvrage, mais dont moi je suis intimement persuadé, je suis pas le seul d'ailleurs. Donc voilà le pourquoi du comment, effectivement. Ok. Romuald Le Terrier, on va commencer par dresser le décor. Le contexte dans lequel l'ayahuasca se trouve. Alors d'abord, une délimitation géographique. Voilà, la délimitation géographique au niveau endémique, c'est-à-dire au niveau de son bassin d'origine, on trouve l'ayahuasca dans tout le bassin amazonien. D'ailleurs, dans plusieurs tribus, elle change de nom. On la nomme par exemple Natem chez les Chouas en Équateur. On peut l'appeler le Yahé en Colombie, ayahuasca au Pérou. C'est un mot quechua. Et puis chaque groupe ethnique va l'appeler d'une façon différente. Les Shipibo l'appellent d'une autre manière. Capi au Brésil. Voilà. Donc c'est quand même une plante qui a été utilisée dans toute la partie amazonienne
principalement. Hein. Elle a pas, après, elle a été exportée à Hawaï ou autre, mais là, elle a été implantée. Hein. C'est pas son bassin d'origine. Oui, oui. Romuald de Leterrier, le contexte culturel, l'ayahuasca, ou quel que soit son nom, en tout cas dans le bassin amazonien, elle fait partie, elle est étroitement liée avec un culte, avec des rituels, c'est-à-dire le chamanisme. Oui. Le chamanisme amazonien. Oui. Alors, définissez-nous un petit peu ce chamanisme amazonien. Alors, le chamanisme amazonien, il est un peu différent du chamanisme qu'on peut trouver en Asie, en Sibérie ou autre, parce que le chamanisme amazonien utilise ce qu'on appelle des plantes psychotropes. Moi, je les appelle comme cela, mais d'autres personnes les appellent plantes antéogènes, plantes hallucinogènes. Ouais. Moi, je préférais psychotrope, c'est un mot qui se situe entre les deux. Hallucinogène est un peu péjoratif, et antéogène peut être, à mon sens, peut-être un peu trop lumineux, un peu trop. Voilà, parce que ça veut dire quoi, antéogène? Antéogène, ça veut dire qu'il contient la divinité ou qui connecte à la divinité. Ah, d'accord, ok. Oui, voilà, en gros, ça veut dire que c'est un terme qui a été inventé par Gordon Wasson, qui était un mycologue assez connu, qui a travaillé sur les champignons à psilocybine au Mexique. Donc, si vous voulez, l'ayahuasca, déjà, c'est deux plantes. Hein. Ce sont deux plantes. Alors, la liane ayahuasca, hein, Banisteriopsis capi, qui contient les principes armine et armaline, qui sont des bêta-carbolines. Et vous avez ensuite un arbuste qui s'appelle le Psychotria viridis, du nom de chacruna au Pérou. Et le mélange, si vous voulez, de ces deux plantes, notamment la chacruna possède ce qu'on appelle la DMT, le mélange de ces deux plantes va garder le nom de la liane. On l'appelle le breuvage ayahuasca. Ouais. Alors donc, l'ayahuasca, c'est une liane au départ. Hein. C'est une liane, voilà. Ouais. Alors les chamans disent souvent... la liane ayahuasca, c'est la banque d'informations. C'est elle qui a le savoir, c'est le livre en fait. Et on va dire que la chacruna, c'est la lumière, c'est la vision, c'est ce qui permet de lire le livre, c'est ce qui va permettre de voir les informations qui sont contenues dans la liane. En fait, hein. Et c'est pour ça que ces deux plantes sont intimement liées dans leur croissance. Voilà, et en plus, on ne peut pas faire l'ayahuasca l'une sans l'autre, hein, parce que par exemple, le DMT, la diméthyltryptamine... On en parlera tout à l'heure d'ailleurs, bien en détail. Bien sûr, cette molécule ne peut pas accéder dans le système nerveux et donc monter à la conscience si elle est ingérée seule, parce qu'on a une hormone dans l'estomac, hein, la monoaminoxydase, qui va dégrader cette substance bioactive. Et en revanche, l'armine et l'armaline qui est contenue dans l'ayahuasca, combinée au DMT, va neutraliser effectivement cette hormone stomacale et donc permettre au DMT de rentrer dans le système nerveux. Alors c'est une alchimie incroyable, hein, parce que pour avoir trouvé sur les 80 000 espèces de plantes qu'on trouve en Amazonie, et ça Jérémy Narby le dit très bien dans ses conférences ou autres, et dans ses ouvrages, pour avoir trouvé la combinaison, c'est absolument quasiment impossible avec la méthode d'essai-erreur. Ça c'est très intéressant de le savoir. Romuald de Leterrier, revenons sur le chamanisme amazonien. Expliquez-nous ce dont il s'agit. Alors le chamanisme amazonien, donc comme je le disais, utilise des plantes psychotropes. Alors c'est une pratique curative avant tout, c'est une médecine. Hein. Le chaman utilise les plantes visionnaires, notamment l'ayahuasca, pour entrer dans un état modifié de conscience dans lequel il va accéder à ce qu'on appelle le monde visionnaire. Dans ce monde visionnaire, il va être connecté à des entités qui sont des entités qui représentent l'intelligence de la plante. Et ces entités vont, par exemple, lui permettre de soigner un patient en lui donnant des informations sur une pathologie, en lui donnant une énergie particulière qu'il va pouvoir diriger sur le patient et donc déclencher des mécanismes de guérison. Au-delà de ça, le chamanisme amazonien, c'est aussi une représentation du monde. Hein. C'est aussi une conception, une cosmogonie. Le mythe de l'ayahuasca est presque un mythe de création, puisqu'il fait passer presque, on va dire, les indigènes, j'aime pas trop ce mot, il peut être péjoratif, d'un état de nature à un état de culture, bien souvent. Hein. Donc c'est aussi quelque chose de... là, la frontière, même dans le mythe, la frontière entre nature et culture est vraiment très fine. Hein. C'est des choses qui ont été montrées par Philippe Descola, par exemple, dans ses recherches. Oui. Le chaman, dans son rôle social, il a un rôle évidemment essentiellement de guérisseur. Hein, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut faire le parallèle avec un rôle de guide des consciences, de prêtre en quelque sorte, pour transposer à ce qu'on connaît chez nous?
Oui, il y a cette dimension morale. Le chaman est quelqu'un qui est respecté, un peu comme le chef. C'est une autre autorité, une autorité sur le monde spirituel. Ouais. Il y a même une différence qualitative entre les, on va dire les gens qui sont du domaine du profane de la tribu et le chaman, parce que le chaman, dans son travail initiatique, il ingère ces plantes, il va les diéter, et donc il va devenir consubstantiel à ces principes végétaux, et donc on dit qu'il devient lui-même une sorte d'esprit, en fait, il devient un être spirituel, il n'est pas qu'un simple être humain, par les principes qu'il a ingérés, en fait. Donc il y a aussi un rapport de méfiance par rapport au chaman dans les tribus, parce que le chaman peut faire le bien, mais certains peuvent aussi faire le mal. C'est très ambivalent, et d'autant plus que, si vous voulez, dans le chamanisme amazonien a été conservée cette dimension guerrière, si vous voulez, du système tribal où les peuplades dans le temps s'affrontaient, et si vous voulez, le chamanisme reste guerrier. Il y a vraiment des échanges très vifs, des jalousies, des guerres, de véritables guerres chamaniques. J'ai assisté à ce genre de choses, c'est assez impressionnant, je dirais. Mais est-ce que dans le chamanisme, il y a une hiérarchie, prêtre, évêque, chanoine, archevêque, cardinal, pape, ou voilà. Il y a des niveaux, oui, il y a des niveaux. Il y a différentes spécialités aussi. Il y en a qui sont spécialisés dans l'herboristerie, il y en a qui sont vraiment des merayas. Je parle pour les Shipibo, qui là c'est déjà un niveau très haut. C'est quoi des merayas, c'est-à-dire c'est le nom qu'on donne à des chamans d'un niveau très important, c'est-à-dire qui eux sont déjà à un autre niveau de compréhension du phénomène, et il y a quelques stratifications comme ça de pouvoir, mais c'est pas vraiment dans une logique de chef ou de structuration hiérarchique comme on pourrait l'imaginer en Occident, en fait. Ouais. Et est-ce que il y a une reconnaissance, puisque de même que l'ayahuasca a différents noms dans tout le bassin amazonien, est-ce qu'un chaman reconnaît un autre chaman? Bien sûr. Il y a des rivalités, énormément de rivalités. Ah oui, d'accord. Il y a des rivalités, et notamment interethniques, c'est-à-dire que les Shipibo, par exemple, en Amazonie péruvienne, sont considérés comme étant des grands chamans. Ce sont des chamans qui sont d'ailleurs craints par d'autres ethnies. Et puis inversement, vous vous apercevez que lorsque vous allez dans la tribu, on va dire une autre tribu comme les Achaninka, qui sont très proches, vous vous apercevez inversement que les Shipibo donc sont très respectés, et puis inversement chez les Shipibo on va vous dire oui, mais vous savez, les chamans Achaninka sont très forts aussi. Donc il y a un phénomène comme ça, on dirait, qui s'équilibre dans la représentation des hiérarchies, et en fait, bon, il n'y a pas d'ethnies qui sont meilleurs chamans que d'autres. Voilà, moi je crois pas du tout en ça. Est-ce que j'imagine que ça doit exister, mais il y a puisque le chamanisme existe depuis que l'homme est homme finalement. Ça a été la première personne à apporter un sens à la vie, un sens religieux, un sens surnaturel aux premières sociétés humaines, aux sociétés primitives. Mais est-ce que dans le bassin amazonien, des chamans ont en mémoire des anciens grands chamans, des légendes dont tout le monde parle, et qui ont réellement existé, je veux dire, vous voyez ? Bien sûr. La plupart des mythes amazoniens, les mythes Shipibo, parlent toujours de ce qu'on appelle le premier chaman, le chaman primordial, celui qui a découvert, par exemple, l'ayahuasca, c'est-à-dire qui a découvert, qui s'est fait révéler comment l'ayahuasca se prépare notamment. Et tout ça, ça se situe dans une dimension mythique, et qui n'est pas une dimension lointaine comme on peut l'imaginer nous en Occident. On imagine le mythe comme quelque chose bien souvent de très ancien, voire du domaine de la fabulation. Pour le chamanisme amazonien, le mythe, il est dans la nature, il est toujours présent. C'est une sorte de mémoire active qui est toujours ici, qui est toujours en toute chose, et qu'il est possible de réactiver et surtout de se connecter à travers le rituel, puisque le rituel d'ayahuasca, de prendre la plante, va connecter les expérimentateurs à cet univers mythique, en fait. Alors, vous dites également, et ça on n'en est pas trop surpris, que le chamanisme est en pleine mutation. Donc il a subi déjà une mutation qu'on peut qualifier peut-être de violente lorsque le monde occidental est rentré en contact avec lui. Il s'est intégré à la religion catholique, il s'est fondu à travers la religion catholique pour continuer à exister. Bien sûr. Alors ça, ce sont des phénomènes qui sont ponctuels, on va dire, dans l'expansion du phénomène culturel. Oui, il y a notamment les cultes du Santo Daime au Brésil, ou l'Union do Vegetal aussi, qui sont des syncrétismes, c'est-à-dire que
on utilise l'ayahuasca pour se connecter à des choses qui sont associées à des personnages. Jésus, la Trinité, la Sainte Trinité, Vierge, etc. Aux saints ou autres personnages. Ça, c'est un phénomène ponctuel, parce que il faut bien comprendre que le chamanisme amazonien, il s'exporte, il mute. Alors c'est intéressant de penser que derrière ce chamanisme qu'on considère trop en Occident uniquement comme un phénomène culturel, il y a un phénomène naturel, celui d'une intelligence des végétaux qui cherche, on va dire, à une certaine forme d'expansion culturelle. Alors ça a plutôt bien marché parce qu'effectivement, les quelques occidentaux qui ont découvert les premiers en fait les propriétés de l'ayahuasca, étaient des voyageurs, mais certains d'entre eux étaient aussi des écrivains comme William Burroughs, qui, à travers les lettres du Yahé, a effectivement amené cette idée de l'ayahuasca et de ce breuvage en Amérique. Alors ensuite, effectivement, il y a eu toute une courante réaction. Il y a même la CIA, apparemment, aurait même dans les années 60 essayé de découvrir les principes actifs de l'ayahuasca. Ah bon ? Pensant justement que ils avaient entendu parler des qualités télépathiques que les chamans avaient avec l'ayahuasca, et donc ça les intéressait pour leurs agents. Et ils avaient fait une mission là-bas pour essayer de trouver. Bien sûr, les chamans ont fait les Indiens, c'est-à-dire que eux, ils ont pas du tout donné l'information. Et donc ils sont repartis bien évidemment bredouilles. Mais ils ont laissé quand même avec eux les églises évangélistes. Oui, quand même. Voilà. Joli cadeau en partant. Oui. Alors, vous parlez maintenant parce que là on est à l'ère d'Internet évidemment et du global village comme disent les internautes, du cyberchamanisme. Alors ça, est-ce que c'est un bien ou un mal ? Parce que c'est un bien, c'est un signe d'expansion, mais ça peut complètement dévoyer le discours primitif. Bien sûr. La dimension, on va dire, internationale du chamanisme aujourd'hui et cyberchamanisme, c'est que on trouve sur Internet toute une pléthore de sites concernant le chamanisme, un très grand nombre d'études. On trouve même, malheureusement, des sites où on peut se procurer de l'ayahuasca ou des choses comme ça. Donc, il y a une expansion, on va dire, de la niche écologique du végétal ou de son action qui est assez phénoménale. Bon, des dérives, il y en a et il y en aura toujours, hein, dans tout domaine. Ce qui est intéressant à mon sens aujourd'hui, c'est pas toute cette pléthore de sites, c'est que les gens effectivement discutent énormément de cet univers auquel connecte l'ayahuasca. Et il y a aujourd'hui, en tant que phénomène culturel, quelque chose qui est très intéressant, c'est dans le domaine du cinéma. Mon ouvrage est préfacé par Yann Kounen. Yann Kounen, vous avez vraiment l'exemple de quelqu'un qui, lui, a médiatisé par l'image, a trouvé dans l'ayahuasca un nouvel univers perceptif, c'est-à-dire de représentation, et l'a mis au service d'un art, le cinéma, pour essayer de montrer, à travers des films comme Blueberry, ou très beau film, voilà, cet univers. Alors et là, il y a eu un effet de médiatisation très important pour ce qui était donc de cette perception de l'ayahuasca, bien sûr. Romuald de Leterrier, une pause à nouveau. Vous allez nous expliquer, vous en avez parlé il y a quelques instants, juste évoqué ce qu'est la DMT et les effets qu'elle peut avoir sur la conscience humaine. Et ensuite, évidemment, nous parlerons de l'ayahuasca, ce breuvage. Donc, qu'est-ce qu'un effet hallucinogène ? Et puis, vous nous expliquerez ce que vous nommez, je trouve ce terme compliqué mais en même temps extrêmement poétique, la métagéographie géophysique, c'est-à-dire le territoire, ce territoire invisible qu'explorent les chamans quand ils ont pris ce breuvage. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Romuald de Leterrier est mon invité, chercheur indépendant en ethnobotanisme. Romuald de Leterrier, expliquez-nous ce qu'est la DMT. En termes simples, vous l'avez fait dans votre livre. Le DMT, donc la dimethyltryptamine, c'est un alcaloïde, c'est un principe actif qu'on trouve dans différentes plantes, pas uniquement dans l'ayahuasca, on peut le trouver aussi dans certaines espèces de mimosa, notamment, pour ne citer que cette espèce. Le DMT, c'est donc un principe bioactif qui s'apparente à un neuromédiateur qu'on appelle la sérotonine au niveau du cerveau. Donc pour faire simple, si vous voulez, le DMT, lorsqu'il va dans le cerveau, va se connecter donc à ces récepteurs et donc délivrer une certaine forme d'information différente
on sait pas trop ce qui se passe en fait, hein. Même les neurophysiologistes, c'est pas évident d'observer ce phénomène qui est complètement microscopique et de savoir comment il fonctionne. Alors, ça fait penser un peu, il y a le mécanisme de la clé et de la serrure, c'est-à-dire que vous avez une clé, c'est le DMT, et puis la serrure, ça va être la sérotonine. Or, le DMT a la même forme que la clé qui va dans la serrure de la sérotonine. Donc, il permet effectivement de se connecter au réseau neuronal en fait, hein. Oui, c'est lui qui crée ces effets hallucinogènes et qui fait que la conscience entre dans une autre dimension. Il y a pas que lui, hein, et je pense que l'armine et l'armaline qui sont contenus dans la liane, ils sont aussi pour quelque chose, hein. Ils sont aussi hallucinogènes. Donc voilà, la combinaison des deux va donner ce que disent les Indiens, c'est-à-dire une banque d'informations et une lumière qui va permettre d'éclairer cette banque d'informations. Cette lumière, c'est le DMT. Ouais. Et c'est intéressant de savoir aussi que le DMT, nous le sécrétons d'une façon endogène, c'est-à-dire à l'intérieur de notre cerveau d'une façon naturelle et aussi dans notre sang. Ah bon? Oui, il y a un organe qui d'ailleurs c'est très bien dit dans les travaux de Rick Strassman, qui a écrit un livre qui s'appelle DMT, la molécule de l'esprit. Où justement il est expliqué, hein, que le corps, le cerveau peut sécréter notamment sous le stress ou autre des explosions de DMT et provoquer des visions ou des hallucinations. Intéressant. Le DMT, alors vous m'arrêtez si je dis une bêtise ou si j'ai mal compris ce passage dans votre livre, c'est un élément de la liane qui ne lui est intrinsèquement pas utile. Non, c'est pas la liane, c'est l'arbuste. Il est contenu dans la chacruna, en fait. Ouais. Non, d'un point de vue physiologique, et pour les besoins vitaux de la plante, on ne comprend pas l'utilité pour un végétal d'avoir des principes actifs comme la diméthyltryptamine. Ouais. On ne voit pas la stratégie, si vous voulez, d'un point de vue botanique. Alors, effectivement, la question se posait et que se pose également Yann dans la préface, hein, Yann Kouyen qui dit serions-nous construits pour dialoguer ensemble, hein. Oui, voilà, est-ce qu'elles n'ont pas développé ces substances qui sont des substances qui sont très proches des substances cérébrales pour justement pouvoir créer cette interface de communication avec notre mental. C'est-à-dire qu'elle a sa banque de données et elle a également la clé pour qu'on puisse se connecter et y avoir accès, quoi. Bien sûr, d'autant plus qu'il faut comprendre que ces principes bioactifs accèdent très très vite à la conscience lorsqu'on fait une prise. L'ayahuasca, ça met à peu près une petite demi-heure. Ouais. Il y a des substances naturelles qui vont beaucoup plus vite encore, hein, d'ailleurs le DMT, s'il est fumé ou autre, va monter en quelques secondes, peut monter en quelques secondes, hein, au cerveau. Hein, ça va très très vite. Hein. Oui. Et alors vous dites que le DMT végétal n'a absolument pas les mêmes effets que le DMT synthétique. Oui, ça ce sont des études qui ont été faites. Intéressant ça aussi. Oui, en matière de structure, oui, c'est intéressant parce qu'on peut se dire que, par exemple, l'ayahuasca, le DMT qu'on trouve dans l'ayahuasca ou dans d'autres plantes comme le yopo chez les Yanomami au Venezuela, qui là c'est soufflé, hein, ça passe par la muqueuse nasale. Et donc on évite l'estomac dans ce cas de figure, donne toujours à peu près accès à des visions qui sont de domaine organique, hein, des choses qui sont très proches de la nature. C'est comme ça que les expérimentateurs, moi-même c'est ce que j'ai constaté aussi. Et si vous prenez du DMT synthétique, chose que moi je n'ai pas fait, mais je connais des gens qui l'ont fait, et d'ailleurs dans le protocole qui avait été mené aux États-Unis, c'était très clair, il était dit que les visions étaient beaucoup plus chaotiques, désorganisées, donnant accès à des choses qui sont pas, il y a pas cette intelligence, hein, cette conscience qu'il y a dans l'ayahuasca, où là l'ayahuasca va essayer par des symboles, par des visions de vous enseigner. Dans le DMT classique, vous avez affaire à des choses qui manquent, on va dire, de structure, de sens, de profondeur, d'enseignement, tout simplement, de conscience, je dirais même. C'est intéressant, hein? Oui, c'est très intéressant. Ouais. Alors, expliquez-nous de manière pratique comment le breuvage, parce que vous avez eu affaire à des breuvages, hein. Oui. Voilà, comment le breuvage se prépare, sans rentrer dans les détails. On n'est pas là pour dire aux gens comment. La préparation est très longue. Ça met à peu près, il faut quasiment une journée pour préparer de l'ayahuasca. Il faut la faire. Donc, on va chercher des lianes d'ayahuasca, on les écrase, hein, on les pile, on fait des petits tronçons et on les pile. Le chaman fait ça. Il va ensuite mettre plusieurs poignées en abondance de feuilles de chacruna, il va remplir tout ça d'eau, alors il faut à peu près 10 à 15 litres, hein, voire même des fois 20 litres d'eau, il faut laisser réduire, et ensuite il faut encore le raffiner, et ça cuit à peu près pendant 15 heures, on va dire, 15-16 heures à peu près. Hein. Ah oui, quand même. Ouais, parce que ça réduit, ça devient quelque chose de huileux, alors ça a un goût extrêmement amer, c'est certainement la chose la plus infecte à boire qui peut exister,
Ah bon? C'est la nausée assurée. Ah oui. Ouais, ouais, non, c'est très dur à avaler, bien sûr. Oui, c'est dégueulasse. Oui, faut dire le mot. C'est pas respectueux de la plante de dire ça, mais c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est aux antipodes, on va dire, des goûts occidentaux sucrés ou voilà quoi. Oui, d'accord, ok. Alors, autre question. Vous nous avez dit donc, on l'ingère, on le boit. Oui. Beaucoup, une grande quantité, 1 litre, un demi-litre, un verre. Ça dépend de la pratique, ça dépend de votre niveau aussi. En principe, on en boit sur une cérémonie, on peut en boire 2-3 petits verres, pas plus. Hein, ouais. Parce qu'après, ça serait quand même. Les chamans d'ailleurs ne font pas plus non plus. Hein, je pense que à un certain niveau, en prendre plus n'amène pas autre chose, si vous voulez. La quantité n'amène pas plus de vision. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, maintenant, expliquez-nous comment ça se déroule. Après, on parlera des différentes phases. Hein. Je veux qu'on suive là pour le moment le déroulé que vous avez choisi pour votre livre. Mais les premiers effets se font ressentir à partir de combien de temps? Est-ce que ça rend malade? Parce que vous dites que ça donne la nausée assurée. Ouais, de toute façon, le but de l'ayahuasca, c'est d'ailleurs on l'appelle la purge, hein, la purga en Amazonie, dans la région dans laquelle je travaille, chez les Shipibo, du côté de Pucallpa, les Shipibo l'appellent la purge, hein, c'est-à-dire ce que ça veut dire. D'abord, l'ayahuasca, elle va faire un travail au niveau de votre corps corporel, c'est-à-dire qu'elle va aller éliminer tout un nombre de toxines, de déchets, qui sont pas que des toxines chimiques, hein, qui sont des toxines, on pourrait dire, psychochimique, dans le sens où, si vous voulez, l'ayahuasca peut aussi aller dans le cerveau ou dans des mémoires somatiques, dans le corps, défaire des choses. Enfin, c'est ce que les chamans disent. Alors, ils disent, les visions, même des fois, les intéressent pas vraiment. Ils vont vous dire, mais est-ce que tu as bien purgé, est-ce que tu as bien vomi, est-ce que tu as bien déféqué, voilà. Mais en gros, voilà ce qui les intéresse le plus. D'accord. Et là, ça doit être un passage assez costaud, quand même. Enfin, ça doit bien secouer. Hein, c'est pas toujours qu'on vomit. C'est vrai que avaler la plante, c'est quelque chose de vraiment difficile. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal. Ensuite, dans les premiers effets, on va dire que au bout d'une dizaine de minutes, moi, me concernant, je commence à sentir une certaine raideur dans la mâchoire, mais aussi, un phénomène très intéressant, c'est d'avoir une perception auditive vraiment démultipliée. C'est-à-dire que je peux entendre très très bien quelqu'un qui est à 10 mètres de moi et qui va se retourner sur un matelas ou quelque chose, je l'entends très très bien. J'ai l'impression qu'il est contre moi. Je peux aussi aller sélectionner, si vous voulez, le son d'une grenouille dans la forêt, et si je me focalise dessus, je vais avoir l'impression d'être à 10 cm de la grenouille, alors que j'en suis peut-être à 30 mètres, par exemple. Donc ça, ce sont les premiers effets. Viennent ensuite ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire même les yeux ouverts, vous allez voir tout un système de moi je vois ça, des motifs qui sont, d'ailleurs les autres voient ça aussi, des motifs qui sont à la fois géométriques, organiques, et tout ça fait toute une sorte de treillis mouvant qui est autour de vous, interactif, puisqu'on a l'impression que vous pouvez communiquer avec lui, ne serait-ce que par des gestes, en tendant la main, vous allez voir qu'il y a des réactions qui se créent sur ces patterns de lumière, mais ça se passe les yeux ouverts. Après, quand vous fermez les yeux, il y a un moment où vous avez vraiment le besoin de fermer les yeux, et là ça passe dans une introspection, et là tout d'un coup, moi je prends toujours cette métaphore d'une voiture qui roulerait dans le brouillard, et tout d'un coup il n'y a plus de brouillard, vous arrivez dans un paysage ensoleillé. L'ayahuasca, ça fait un peu ça, vous avez les yeux fermés, et puis tout d'un coup, pouf, les visions arrivent très vite, et là vous êtes catapulté dans un univers qui est très proche d'un rêve éveillé, très coloré, très particulier, avec des récurrences au niveau des thématiques, des visions et autres en fait. Ouais. Alors, première récurrence, c'est-à-dire élément qui revient quasi systématiquement, ou du moins extrêmement souvent, dans cette métagéographie géophysique, c'est un peu la carte, hein, c'est ça que vous avez voulu dire, ça. La carte de cet univers, un petit peu invisible. J'ai donné un nom à cet univers-là que les chamans connaissent bien. Hein. Pour eux, c'est un sentier balisé, ils savent où ils vont, ils savent nommer ces mondes, ces univers, ces espèces de bulles de réalité enchevêtrées dans lesquelles ils pénètrent. Oui. Eux, ils connaissent bien, ils ne sont pas perdus dans cet univers. Ah non, pas du tout. Pour eux, c'est une véritable géographie intérieure, bien sûr. Oui. Alors, on disait donc présence récurrente, c'est-à-dire très souvent les serpents ou tout ce qui est reptile. Mais ça, c'est peut-être dû justement à ces visions qui font penser à des corps ondulants de reptiles. Bien sûr, alors on peut penser, même dans l'hypothèse que j'avais faite, c'est qu'on a affaire à un mécanisme très primitif de reconnaissance des perceptions.
En fait, l'image du serpent, au niveau traditionnel, on connaît son association effectivement à la médecine, dans de nombreuses traditions. Mais là, à l'énergie aussi. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que l'ayahuasca va s'adresser au cerveau émotionnel. Et le cerveau émotionnel, on sait que c'est ce fameux cerveau dit primitif, reptilien. Oui, exact. Et qui contient peut-être effectivement ces archétypes, on va dire, reptiliens. Et ce qui est intéressant, c'est aussi un mécanisme de reconnaissance. J'ai l'impression que, effectivement, les serpents, quand même, généralement, évoquent la peur pour la plupart des gens. Et là, il se passe un mécanisme cérébral très important, très intéressant, où, effectivement, presque une voie préconsciente de la perception, c'est-à-dire que ça se passe avant le phénomène d'être conscient qu'on a affaire, par exemple, à un bout de bois qui est une forme levée qu'on va regarder dans une forêt. Cet effet de phobie, de peur, va immédiatement avertir notre cerveau qu'il y a un risque que ce bâton en forme d'ondulation soit un serpent. Dans les visions, il est possible d'imaginer que dès qu'on commence à avoir des formes sinueuses, elles peuvent immédiatement, même avant qu'on en prenne conscience, prendre la forme d'entités serpentiformes pour effectivement commencer à entrer en interaction avec le mental. Donc d'abord, moi je pense une interaction très archaïque, très primitive, préconsciente, donc pas consciente du tout. Et puis ensuite, effectivement, après ça s'élabore quelque chose de plus... Vous voulez dire que le produit commence déjà par rentrer en contact avec la base primaire? Oui, mais c'est ce que font les neuromédiateurs. L'ayahuasca sous forme liquide, le DMT quand il monte dans le cerveau avec l'armaline et l'armine, on pourrait l'apparenter à ce qu'on appelle un liquide de contraste. Quand on va vous faire par exemple un scanner ou autre, on vous met un liquide de contraste pour voir le cerveau. Eh bien, on peut imaginer qu'effectivement, là par contre c'est une hypothèse, c'est que ces neuromédiateurs vont inonder le cerveau, vont faire une sorte de moulage du cerveau physiologique, mais aussi de ses capacités cérébrales, c'est-à-dire avoir accès à certaines mémoires et donc commencer à créer une interface de communication avec ce que l'expérimentateur a à l'intérieur de lui, avec sa propre histoire, avec ses propres facultés, avec son mode de fonctionnement même. Il est intéressant de savoir que l'ayahuasca va toujours prendre des visions qui sont vraiment très intimes et vraiment adaptées de la meilleure façon possible à la personne. C'est très différent. Malgré les récurrences, c'est toujours très 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 particulier parce que la personne a le sentiment que le message est vraiment fait pour lui. Mais parce que peut-être que ce message vient de lui. Oui, mais je pense que, alors voilà, c'est là la grande question, et puis en fait le tenant et les aboutissants de mon hypothèse, c'est que je pense que la psyché de l'ayahuasca, si elle en a une comme je l'imagine, elle est consubstantielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seule. Je pense qu'il y a dans le végétal une intentionnalité qu'on peut trouver dans à peu près tous les végétaux. Cette intentionnalité, elle va prendre une forme de conscience, et tout le moins d'intelligence, en rencontrant effectivement la structure du cerveau. C'est-à-dire avec laquelle elle doit travailler. C'est une rencontre. Je pense que la psyché de l'ayahuasca n'existe que dans la rencontre entre des principes bioactifs végétales qui ont une intentionnalité et l'architecture, on va dire, de notre réseau neuronal. Donc elle se met en symbiose totale. Exactement. Et utilise la banque de données auquel elle a affaire, à laquelle elle a affaire. La symbiose est l'un des mécanismes les plus utilisés par les végétaux. Donc, on parlera justement de l'orchidée, on reste dans des l'ophrys et la baigorite. Complètement. Qui sont parfaitement utilisés par le monde végétal depuis plusieurs milliers d'années. Alors, pour continuer à découvrir, à faire notre visite de touriste de cette métagéographie géophysique, j'adore ce mot. Alors, il y a également en présence récurrente après les reptiles, les grands fauves. Et là, les grands fauves, je suppose que on attaque quelque chose d'un peu plus supérieur par rapport à la base reptilienne. Là, on rentre dans un peu plus complexe, un peu plus éthéré ou élevé en vibration, selon qu'on a un langage mystique, vibrationnel ou pas. Oui, de toute façon, le jaguar notamment est un des piliers de la mythologie. De la mythologie chamanique, si vous voulez, en Amazonie, et en plus, le chaman est souvent associé à des félins. Alors, soit on peut le voir sous ayahuasca, d'ailleurs, prendre des fois la forme, le visage, au niveau du visage, surtout d'anaconda. Moi, j'ai déjà vu effectivement un chaman chanter sur moi, lorsque j'étais sous l'influence de l'ayahuasca, effectivement avoir non pas une transformation, c'est pas ce que je veux dire, en animal, mais je voyais comme si il avait effectivement au-dessus de son visage comme une sorte de masque diaphane un peu de quelque chose qui ressemblait effectivement à un félin.
Ouais. Et j'ai demandé le lendemain à un ami qui était avec moi, qui connaît très bien ce chaman, quelle était son énergie, si c'était un jaguar. Il me dit non, c'est une panthère. Et c'est vrai, effectivement, j'avais constaté que sur cette entité qui semblait se substituer à son visage, il y avait effectivement cette énergie, en fait, il y avait quelque chose de couleur crème et pas du tout quelque chose avec des ocelles comme on a sur le jaguar. Ouais. Donc ce sont des énergies, hein. Effectivement, le chaman va utiliser, par une sorte de mimétisme, va capter l'énergie de cet animal pour en acquérir les qualités et donc les utiliser dans sa pratique. Mais est-ce que lorsqu'ils sont dans ce monde invisible, ces autres univers, parce qu'il y en a plusieurs, est-ce que les chamans peuvent se croiser? Bien sûr. Oui, vous dites ça de manière toute simple aussi, c'était évident. Ça ne l'est pas pour tout le monde, mon bon monsieur. Bien sûr, et ça va même au-delà du temps et de l'espace. C'est-à-dire que moi, j'avais discuté avec un chaman qui me disait qu'il arrivait à se connecter à des maîtres disparus depuis des dizaines d'années, et aussi à des maîtres de civilisations disparues comme les Incas ou d'autres ethnies. Et j'ai discuté aussi avec quelqu'un qui lui est dans cette pratique depuis plusieurs années, mais qui n'est pas indien. Il me disait que lui, il voyait fréquemment des moines bouddhistes ou des gens comme ça dans cet univers. Donc on peut penser qu'il y aurait une sorte de réalité unitaire de cet univers visionnaire qui sera un univers où, par des voies différentes, les soufis peuvent se connecter, certains moines bouddhistes, certaines disciplines amènent tous à cette espèce de noyau unitaire visionnaire. En fait. Universel, quoi, en quelque sorte. Voilà, exactement. Vous parlez également de motifs organiques. Ça, on a à peu près, on imagine ce dont il s'agit. C'est quoi ces motifs organiques? Alors ces motifs organiques, ça qui apparaissent également de manière il y a un terme qui avait été utilisé par Philippe Descola, hein, qui est un ethnologue très connu, qui travaille justement sur ces sujets, qui avait dit les visions, on dirait une animalité sans espèce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire à des qualités, des particularités du monde vivant, mais sans la notion d'individu. C'est-à-dire que vous allez voir se mélanger dans un magma mouvant de vision des choses qui sont comme une carapace de tortue, ça va se transformer en un papillon morpho, ensuite on repasse d'un papillon morpho, ça va redevenir une ocelle de jaguar. Vous voyez, comme si on prenait des fragments de créatures vivantes et qu'on les faisait passer en fondu dans une sorte de maelstrom de vision. En fait. Oui, mais là c'est être gentiment barré, si je puis me permettre, c'est de l'hallucination, ni plus ni moins. Pas vraiment, parce que ça c'est les premiers stades de l'expérience. D'accord. Voilà. Ensuite se passent des enseignements. Les enseignements qui sont linguistiques, puisque vous pouvez entendre véritablement une voix qui va vous enseigner, et aussi visuelle, c'est-à-dire qu'au niveau de votre perception, même les yeux ouverts, vous pouvez voir effectivement une entité qui va se présenter devant vous, qui a souvent une forme anthropomorphe, et qui va commencer à dialoguer, vous enseigner des choses. Alors ça se passe entre le linguistique et puis le mental, il y a comme une sorte de communication. J'aime pas le mot télépathie parce qu'il y a un peu une corrélation New Age que j'aime pas trop dans ça, mais une communication intime. Voilà, ça c'est le très bon mot, vraiment une communication intime, vraiment Alors, très personnalisée. Romuald de Le Terrier, je vous le donne, hein, je viens de le créer tout de suite là, ce soir, il est à vous. On fait une pause, on se retrouve dans quelques instants dans Les Aventuriers sur Sud Radio pour voir les différentes phases justement qui se déroulent après la prise de l'ayahuasca. Il y a 3 phases, là on vient de décrire la première. Hein, c'est ça. Et on va découvrir les 2 autres phases, notamment la phase enseignante. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les plantes psychotropes et la conscience, l'enseignement de l'ayahuasca, c'est le titre du livre que je vous recommande aux éditions Alphée, Jean-Paul Bertrand. Romuald de Le Terrier est en ma compagnie ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Romuald de Le Terrier, il y a quelques instants, on a vu donc la première phase, c'est-à-dire, je dirais, la découverte de cet univers. Ça a été comme ça pour vous dès la première fois, hein, dès la première prise. Oui, il y a des choses qui sont récurrentes. Hein, mais alors après, si vous voulez, il y a des choses qui sont tellement personnelles dans ce qui vous est enseigné par la plante. Bon, que je ne vais pas les raconter effectivement parce que c'est des choses vraiment très intimes, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes. Mais quand vous dites personnel, ça ne concerne que vous, c'est-à-dire comme on a tous des problèmes affectifs, des problèmes de résolution de relation à l'autre, à ses parents, à son histoire, etc. C'est de l'ordre de cette intimité-là.
il y a ces choses-là, bien sûr, hein, qui sont les premières choses dans lesquelles on va vous enseigner. Oui. Mais ensuite, vous pouvez poser des questions. C'est-à-dire que quand vous allez faire une cérémonie, vous y allez avec une intention. Moi, clairement, je le dis d'ailleurs tout haut, si je veux même entrer dans un sujet de recherche, je vais poser la question qui m'intéresse et effectivement, je m'aperçois que la cérémonie va donner un certain nombre de réponses par rapport à des recherches qui peuvent être très précises. Hein. Ça peut être des choses sur l'ADN ou des choses sur le cerveau, essayer de me faire comprendre l'architecture cérébrale. Et là, je vais avoir des visions par le biais de métaphores qui vont me faire comprendre effectivement des choses de mon mécanisme cognitif ou le temps ou la matière ou l'espace. On peut questionner sur le temps et l'espace. Et le chaman peut même, et vous pouvez le faire aussi, questionner sur les plantes, c'est-à-dire apprendre directement sur les plantes, qu'elles vous donnent des messages sur elles-mêmes en fait. Oui. Alors il y a, on parlera de cette de cet enseignement qu'a eu un des chamans. Vous en parlez d'ailleurs à propos d'une plante. C'est une fourmi géante qui est venue lui apporter un message et lui faire comprendre quelque chose qui s'est révélé ensuite exact. On en parlera tout à l'heure. Mais phase 2, c'est quoi? La phase 1, c'est la découverte et ensuite, après ces patterns, ces motifs, il y a la phase 2. En quoi consiste cette phase 2? C'est là où on apprend, où la plante enseigne? C'est là que se passe la prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans les visions, vous vous rendez compte que quelque chose vous enseigne. Alors, moi, ça me fait toujours comme une sorte de déclic. Je suis en train de me rendre compte, tiens, voilà. Ça y est, on m'enseigne. Et là, je prête vraiment toute mon attention, je focalise ma conscience, et il y a véritablement un enseignement. Alors qu'il peut être linguistique, et donc ça va même vous parler en français, hein, ça va vous parler votre langue. Si vous êtes japonais, ça va vous parler japonais, bien évidemment, puisque ça va chercher les choses qui sont en vous pour communiquer, hein, parce qu'il y a quand même un savoir dans l'ayahuasca. Parce qu'après, la plante, elle va vous révéler des choses sur vous-même, mais aussi des choses sur les autres, mais aussi des choses sur l'environnement, sur l'univers ou autre. C'est-à-dire qu'ils sont des informations que vous n'aviez pas même en germe en vous. Non, pas du tout. Voilà, on est d'accord. C'est ça qui est extrêmement important. Bien sûr, des choses qui sont complètement différentes, auxquelles bien sûr on n'a jamais pensé. L'imagination humaine est vraiment très loin de ce que peut révéler l'ayahuasca. Hein. Les concepts explosent, les protocoles cognitifs, je veux dire, sont complètement différents. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent, des façons de voir, de penser, et ça c'est vraiment intéressant. Et puis des connaissances sur, je vous dis, si vous allez faire si vous portez votre intentionnalité sur les végétaux, vous allez avoir des réponses sur les végétaux. Si vous demandez des choses sur le climat, vous allez avoir des choses sur le climat. C'est assez incroyable quand même. Je peux le concevoir, mais alors justement cette interface de communication, elle va prendre une forme. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui était fan de dessins animés, par exemple, et qui avait une relation très importante avec ça. L'ayahuasca a créé dans son mental une sorte de dessin animé, parce que c'était quelqu'un qui avait en plus très peur de l'expérience, et donc cette espèce de dessin animé l'a amusé, l'a calmé, et si vous voulez, était vraiment adapté à sa personnalité, et lui a enseigné des choses sur lui-même, mais aussi sur des questions qu'il avait posées par rapport à des recherches, en fait. D'accord. Alors ça prend toujours quand même généralement une forme anthropomorphe, hein. Ça c'est vraiment le stade le plus abouti de l'expérience, où là... C'est-à-dire ça ressemble à un personnage avec un homme, quoi, qui ressemble à un être humain qui vient vous apprendre. Oui, ça peut ressembler à un homme, ça a des caractéristiques humaines, mais ça ressemble, dans la structuration, l'aspect physiologique, ça ressemble pas à un être humain. C'est pas fait de matière, c'est fait d'une structure assez diaphane, lumineuse, éthérée. Il y a quelque chose qui évoque des structures en plus en perpétuel mouvement. Donc vous allez vraiment avoir une interface qui va être la plus adaptée à vous. Ça peut même prendre la forme d'un parent décédé ou parce qu'effectivement ça va être la meilleure façon pour vous de comprendre le message. D'accord, oui, compris. D'accord. Et alors ça c'est la phase 2. Oui. Bon, la phase 3, c'est quoi? Alors la phase 3, c'est comment on ressort de cette expérience. Oui. Voilà, faut redescendre. Voilà, c'est que comment on intègre, comment on garde ça en soi et qu'est-ce qu'on va en faire ensuite dans la réalité quotidienne. Est-ce qu'on accorde vraiment effectivement de l'importance aux messages qui ont été dits et on essaie de travailler avec, ou on se dit bon bah écoute, voilà, c'était une expérience comme une autre, j'ai déliré ou autre. La plupart des gens ne pensent pas ça, je vous rassure tout de suite. Oui, parce que là on vient pas dans cette intention. D'abord on participe à un rituel précis, on apporte des questions qu'on a consciemment
sciemment préparé et on se prête à ce rituel. Donc on vient pas comme dans une petite partie sniffer de la coke ou fumer un joint. Ça n'a rien à voir. Alors je dirais même l'aboutissement de la phase 3, ça serait cette façon d'extérioriser, de laisser quelque chose dans le rituel, et se laisser quelque chose, c'est justement cet acte de vomir l'ayahuasca, et par ce fait de laisser quelque chose, de laisser un système de croyance, de laisser une problématique interne, de laisser un traumatisme psychologique. Voilà, quand vous faites une expérience comme ça, vous avez vraiment le sentiment le lendemain que votre vision du monde qu'on vous a appris en Occident, vous avez l'impression que vous prenez la feuille de papier puis vous mettez ça à la corbeille. Hein. C'est vraiment l'impression que ça vous donne. Il y a des gens qui sont d'ailleurs extrêmement déstabilisés, et c'est pour ça que l'ayahuasca peut être dangereuse, parce qu'effectivement elle peut faire perdre pied, parce que tout d'un coup vous vous apercevez que vous avez été projeté dans un univers que vous ignoriez, et qu'il y a effectivement une réalité phénoménologique très importante, avec des entités indépendantes, autonomes, qui vont communiquer avec vous, vous enseigner. Et puis vous voyez ces mondes dans des mondes, voilà, c'est très proche un peu de. Moi j'essaie de rapprocher ça un petit peu de la physique quantique et de ces univers un peu en superposition d'états, où là dans l'ayahuasca on a l'impression que tous ces univers de possibles sont déployés à l'infini en fait. Hein. Mais quand on en pratiquement physiquement, vous dites on vomit à la fin parce qu'il faut laisser quelque chose, expurger quelque chose, oui, c'est ça. Et ensuite, ça a duré combien de temps tout ça? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Ça dure à peu près entre 5 et 6 heures. Ah, quand même. Oui, ça dure entre 5 et 6 heures. Mais vous, dans l'expérience, le temps, là on perçoit vraiment la relativité du temps, c'est-à-dire que quelque chose qui va durer 2 heures ou 3 heures, vous avez l'impression que ça va durer une demi-heure, tellement c'est riche d'enseignements, d'informations, de percepts, et donc vous n'allez pas vraiment vous rendre compte du temps. Le temps, c'est quelque chose qui devient vraiment très abstrait dans la pratique de l'ayahuasca en fait. Mais lorsque vous faites ces expériences, excusez-moi, je pose des détails un peu visuels parce que je ne sais pas dans la pratique comment ça se déroule. Ce serait intéressant d'ailleurs. J'aimerais découvrir ce rituel et y participer. Pourquoi pas une fois au moins dans ma vie. Mais vous êtes allongé, vous êtes debout, vous êtes dans une petite cahute, vous êtes dans la forêt, même le sol. Oui, on est dans une maloca. Une maloca, c'est une hutte de cérémonie en fait, qui est circulaire bien souvent, où on peut être dans une petite maison, hein, si on est directement chez le chaman, et que là c'est quelque chose de très intimiste où on n'est que 2 ou 3. Moi c'est ce que je préfère. Hein, je vais pas souvent dans des rituels où il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc à ce moment-là, vous avez la possibilité de soit être allongé. Dans les premiers temps de l'expérience, il est bien, moi je pense quand même d'être au moins assis. Ça permet de garder une stabilisation quand les visions arrivent, parce que c'est comme si vous étiez projeté vraiment dans un univers, quoi. Donc là ça peut être déstabilisant. Donc moi je reste assis, et puis quand je commence à bien me sentir bien dans les visions, à ce moment-là je me permets de m'allonger et de profiter un peu de l'enseignement d'une façon un peu plus sereine. Mais dites-moi, je ne suis pas agressé par des insectes qui sont dans la hutte. En même temps, ça aide. Mais les chamans détectent les gens qui sont aptes à vivre cette cérémonie. Ils prennent tout un chacun, ou des fois ils refusent? Ça dépend sur quel chaman on tombe. Vous savez, maintenant aujourd'hui en Amazonie, vous avez des chamans aussi qui sont intéressés par le gain, et qui font même des cérémonies pour essayer de gagner un peu d'argent. Alors il y en a il faut faire attention. Il y a des chamans qui sont très très bons, hein, des très grands chamans, et puis il y en a d'autres qui ont des intentions un peu plus sombres. Donc il faut faire attention quand même. Hein. Bon, d'accord. Donc oui, prudence. Faut pas faire n'importe quoi avec. Faut pas faire n'importe quoi, c'est évident. Il faut quand même. Moi, si vous voulez, la première fois que je suis en Amazonie, j'ai pas pris. Hein, j'ai été tâter le terrain, comme on pourrait dire de façon familière. J'ai été prendre contact avec l'univers indien, qui pour moi est une véritable autre planète, hein, dans la conception des choses. Déjà cet environnement phénoménal qu'est la selva amazonienne, et voilà. Donc moi je pense que
voilà, il faut savoir pourquoi on y va. Hein. C'est ce que j'avais dit dans la première émission qu'on avait fait ensemble. C'est quelles sont nos motivations. Si c'est pour quelque chose d'égotique, c'est pas vraiment enviable, on va dire. Il faut faire attention quand même. Bon, le chaman, lui, il sait décerner ce genre de choses. Hein. Moi, il y a une pratique chez les Shipibo que j'ai déjà constaté plusieurs fois. Le chaman va par exemple vous dire, écoute, ne prends pas ce soir, mais assiste à la cérémonie, et vous vous apercevez que peu dans la cérémonie, il va venir chanter un Icaro sur vous, qui est un véritable scan. Il va vous scanner. Ça lui permet, lui, sous ayahuasca, de vous voir, même de l'intérieur, au niveau organique, énergétique, et même de se connecter à votre histoire, de savoir si vous êtes capable de prendre ou pas, et à quelle quantité aussi. Et ensuite, il vous dit, ok, ou alors attends un peu. Oui, alors il va faire diéter, hein. Il y a quand même un processus aussi. On ne prend pas l'ayahuasca, j'ai oublié de dire ça, c'est très important. On ne prend pas l'ayahuasca en descendant de l'avion, on fait une super collation, et puis voilà. Il y a un processus qu'on appelle la diète. Donc on va vous faire prendre une plante, souvent ça s'appelle la yawartanga, qui va vous faire vomir beaucoup pour se purifier. Mais c'est une manie. Ah oui, non, mais ça c'est vraiment là on est vraiment sur la pierre angulaire du chamanisme amazonien. Hein, la purge, vraiment, ouais. Donc ensuite il va y avoir la diète, c'est-à-dire que vous allez être soumis à un régime alimentaire très strict pendant moi je pense une bonne semaine. Hein, quand même. Quand elle est bien faite, oui. Alors attention, c'est pas un jeûne sec. Hein. C'est vous mangez, vous buvez, mais des choses qui sont acaloriques, et surtout vous mangez pas de viande, pas de sucre. Vous allez manger par exemple des bananes plantains, un peu de riz, du poisson bouilli, des choses comme ça. Et surtout vous êtes isolé. On vous met dans un tambor. Le tambor, c'est un lieu d'isolation où là on vous confronte déjà un peu à vos propres peurs, puisqu'on vous laisse dormir. Vous n'êtes pas très loin, hein, vous êtes à quelques centaines de mètres du village, mais on vous laisse quand même dormir dans un abri qui est pas fermé, qui a juste un toit en pleine jungle. Donc ça fait très peur. Moi je vous dis franchement, c'est en Amazonie, la première fois qu'on vous met là, la nuit, là vous avez l'impression qu'autour de vous il y a c'est assez terrible. Donc on vous apprend déjà à vous familiariser avec vos peurs, parce que l'expérience quand même est aussi une rencontre avec la peur. Peur qui se matérialise aussi dans les premières visions. Hein. Ah bon? Et plus vous avez peur, plus ça fait un feedback, c'est-à-dire que plus vous allez avoir des visions qui font peur. Donc il faut vraiment se calmer, essayer de comprendre et de laisser les choses venir. Il faut pas résister, surtout il faut savoir se laisser prendre par l'ayahuasca. D'ailleurs Yann dit très bien ça dans la préface du livre, il dit là, une sorte de flamenco endiablé. C'est très bien dit, je trouve. C'est vraiment une initiation très rude. Hein, oui, c'est vraiment une initiation, bien sûr. Il faut savoir pourquoi on le fait et dans quel but. Hein. Je pense que c'est... Bon. Alors, Romuald Le Terrier, dans quelques instants, on va parler du langage des végétaux et vous êtes allé explorer différentes pistes qui font que, selon vous, l'ayahuasca, quand il est ingéré par nous, par quelqu'un, par un être humain, eh bien, les molécules que contiennent l'ayahuasca se mettent en contact, en phase avec notre conscience et délivrent un message qui est extérieur à nous. Et non pas révèle un message qui est intérieur à nous. La nuance est d'importance. Nous sommes dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Romuald Le Terrier, chercheur indépendant en ethnobotanisme, et auteur d'un livre qui s'intitule « Les plantes psychotropes et la conscience, l'enseignement de l'ayahuasca » aux éditions Alphée. Jean-Paul Bertrand est mon invité ce soir sur Sud Radio. Alors, parlons un petit peu du langage végétal. Oui. On le sait, les végétaux ont une forme de langage. Ça, on est à peu près tous d'accord pour le dire. Mais vous allez beaucoup plus loin. Et en fait, si vous voulez, par rapport à ces recherches sur la communication végétale, il y a des gens qui ont fait des recherches fabuleuses. Hein. Notamment, il y a un livre très intéressant de Jean-Marie Pelt qui s'appelle « Les langages secrets de la nature ». Jean-Marie Pelt, éminent botaniste, qui a très bien relaté ces modes de communication, qui utilisent ce qu'on appelle des exophéromones. Alors voilà, il faut nous exophéromones ce qu'est un exophéromone. Ce sont des substances volatiles, chimiques, qui se déplacent dans l'air et qui vont aller informer un autre végétal. C'est comme, c'est les phéromones, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est exactement le même principe. Hein. Ce sont
On dit exophéromones parce qu'elles sont aussi interspécifiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent passer d'espèces entre espèces différentes. Et c'est ce qui se produit notamment avec les fameux principes bioactifs type alcaloïdes comme la diméthyltryptamine qu'on trouve dans l'ayahuasca notamment avec notre cerveau. Donc ce sont les exophéromones permettent c'est un langage universel en quelque sorte qui peut être transmis de plante à insecte, de plante à animal ou de plante à plante. Bien sûr. Par exemple, on va prendre l'exemple que moi j'ai étudié, qui est celui de l'orchidée ophrys et de l'abeille gorite. Ah oui, qui est un très bel exemple. Intéressant. On voit effectivement qu'on a d'abord une plante, donc une orchidée qui va par l'odeur, donc attirer un mâle gorite, qui va arriver sur la corolle de la fleur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cette orchidée, elle a créé un système de mimétisme qu'on appelle l'homotypie, morphique et chimique. Pourquoi morphique? Parce que la corolle de la fleur va vraiment imiter, pour ceux qui ont eu l'occasion de la voir, va imiter la femelle de cette abeille. Alors c'est troublant parce que même physiologiquement on aperçoit très bien, nous en tant qu'être humain, que ça ressemble vraiment à une abeille, mais alors pour le mâle abeille, la confusion est totale parce que la pilosité de la plante est exactement la même que celle d'une femelle gorite. C'est fort, hein. Et en plus l'odeur sexuelle. Donc pour une abeille, j'avais discuté un jour avec un botaniste, il me disait mais pour une abeille gorite, pour un mâle gorite en fait, il a vraiment l'impression de s'accoupler avec une femelle. Pour lui, il ne fait aucune différence. C'est nous qui pouvons en faire une, mais lui ne peut pas la faire. Donc on a une stratégie de communication qui sert à la reproduction, bien sûr, pour l'ophrys, c'est le gain qu'elle en tire personnellement pour elle, mais et puis non seulement un acte sexuel pour le mâle gorite, et en plus une source de nourriture. Alors c'est vraiment étonnant, parce que là on se dit on a quelque chose qui est d'une perfection au niveau de la communication et de l'interface de communication absolument extraordinaire. Et lorsqu'on l'adapte, moi c'est cet exemple-là qui m'avait fait penser directement à l'ayahuasca. Je m'étais dit mais on dirait que c'est ce qui se passe avec l'ayahuasca. On a ce stade, on a d'abord un stade chimique, exophéromone, c'est-à-dire qu'on ingère donc les principes actifs de l'ayahuasca sous forme d'un breuvage. On a une stimulation qui peut être aussi d'ailleurs sexuelle. Il y a des gens qui ont des visions sexuelles dans l'ayahuasca, des choses qui sont un peu de la fantasmatique. Et puis ensuite apparaît ce qu'on pourrait appeler une véritable homotypie morphique, c'est-à-dire que cette fameuse interface de communication qu'on peut appeler l'esprit de la plante, anthropomorphe, va ensuite utiliser cette forme pour communiquer avec nous. Donc on peut imaginer tout ça en termes de stratégie de communication et stratégie végétale. Vous avez parlé d'expériences que j'ai trouvées extrêmement intéressantes, que je ne connaissais pas, les travaux de Joël Sternheimer. Alors, expliquez-nous ces travaux, parce que là, d'une manière un peu plus élargie, de manière globale, concernant les végétaux, ça peut nous apporter une connaissance intéressante. Ça peut nous apporter surtout la réponse du pourquoi évolutif, c'est-à-dire pourquoi les plantes auraient-elles un intérêt à s'intéresser à nous, petits humains, qui s'imaginons être en haut de la pyramide évolutive. Pourquoi? Quel intérêt? Alors voilà, ça c'est vraiment une question très intéressante. Alors les travaux de Joël Sternheimer, ils sont complexes. C'est un biophysicien qui a travaillé sur la physique quantique notamment, et qui a élaboré tout un système assez complexe, de ce qu'on appelle la théorie des ondes d'échelle. Et cette théorie stipule en fait qu'il se passe dans les organismes vivants, et notamment les végétaux, des émissions. J'essaie de résumer, d'essayer de faire court, donc par exemple la synthèse des protéines émet une onde. Voilà, une musique en quelque sorte. Émet donc une vibration qui est de nature mélodique, qui est de nature sonore, mais mélodique surtout. Donc ces mélodies vont soit stimuler une protéine, ou soit l'inhiber. C'est-à-dire si elle stimule, vous avez le développement que génère une protéine, donc la constitution d'un organisme vivant, ou soit c'est inhibé, et donc les choses ne se font pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement. Et là, on n'est pas dans les hypothèses, ça c'est de la recherche pure et dure, ça c'est pas... Voilà. D'ailleurs, tout à fait. En agriculture, moi j'ai un ami qui est chercheur dans ce domaine, et qui a réussi par ce principe à arrêter l'expansion de champignons sur des vignes, uniquement en leur faisant écouter des mélodies qui vont justement stopper, donc inhiber la synthèse protéinique de ces entités, de ces êtres. Mais quand vous parlez de mélodie, entendons-nous bien, c'est transmis par des haut-parleurs, parce qu'il y a un son, mais on entend quoi?
Rien ou quelque chose? Ce sont quelques notes, hein, vraiment des petites mélodies. Alors c'est pas diffusé très longtemps non plus, hein, ça dure pas toute la journée, c'est diffusé à des heures très précises, et ça suffit pour arriver à équilibrer de manière à ce que le virus ou la moisissure ou autre soit complètement neutralisé. C'est vraiment une recherche extraordinaire qui a d'ailleurs été, je trouve, mal relayée par la communauté scientifique, parce que là on passe de quelque chose, d'une vision du vivant, une vision du vivant mélodique et non plus mécaniste ou même holistique. Là c'est quelque chose qui touche vraiment à la musique, hein. Donc moi j'avais été étonné de trouver par exemple chez des chamans en Amazonie, parce que eux, tout leur art de l'ayahuasca passe par le chant, c'est-à-dire que comment se forme le chaman dans l'ayahuasca, il faut savoir aussi, et ça j'ai oublié de le dire, ce qui est très important, c'est que dans l'enseignement que l'esprit de la plante va vous donner, c'est qu'il va vous donner un chant. Au-delà des enseignements linguistiques, au bout d'un certain moment de pratique, il va vous donner un chant qu'il faut essayer de mémoriser de la meilleure façon possible pour le reproduire. Et ce chant est curatif, il va vous servir dans la pratique chamanique. C'est-à-dire que ça va être une sorte de votre de reconnaissance de ce monde invisible, de premier échelon en quelque sorte, de brevet, de diplôme. C'est un outil. La plante va vous donner un outil. Oui, mais ça représente la maturation d'un certain état. C'est-à-dire vous êtes arrivé à un certain stade et on le sait parce que... Oui, généralement ça n'arrive pas dans les premières expériences. Hein. Oui, c'est quand même assez rare. Ouais. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est que, et là c'est les chamans qui vous le disent, c'est pas les scientifiques, cette fois-ci les chamans vous disent, mais quand l'ayahuasca ou l'esprit de la plante va vous donner un chant, elle vous donne sa structure énergétique, c'est-à-dire qu'elle vous donne son énergie. Le chant de l'ayahuasca et l'ayahuasca, pour le chaman, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Et là, on peut faire la corrélation, le parallèle avec les travaux de Joël Sternheimer. Bien sûr, on peut imaginer qu'un Icaros, puisque c'est comme ça qu'on appelle les chants des chamans en Amazonie, on peut imaginer qu'un Icaros est une sorte de copie, un double devenu culturel par le biais du chant, donc par le biais de la mélodie, un double des propriétés, on va dire, organiques, hein, qui sont des propriétés biologiques de la plante, qui se transforment par le biais de la culture, donc dans la sphère de l'ayahuasca, dans la sphère des visions, va se transformer en un élément culturel qui va être utilisé par le chaman. Alors là, on est dans une relation, lorsqu'on essaie d'imaginer l'intérêt évolutif, on est dans une double relation. La plante se transforme en chant, on va dire, le donne au chaman, devient donc une structure culturelle, et là, c'est là que c'est intéressant. Ça rejoint un peu les travaux d'un autre chercheur qu'on appelle Richard Dawkins, qui va travailler sur la théorie des mèmes, à l'inverse des gènes, et qui explique que certaines idées se comportent comme des structures biologiques et cherchent à se reproduire de cerveau à cerveau. Et là, on imagine effectivement l'intérêt pour les plantes, parce que dans la culture, les vitesses évolutives sont démultipliées. C'est-à-dire que une entité comme végétale qui passe sur un substrat culturel se voit démultiplier quasiment à l'infini, puisque un champ peut être enregistré, même numériquement, transformé, transmis de chaman à initiant, et donc il y a une sorte d'expansion phénoménale au niveau de la culture, donc de ces particularités qui sont au départ biologiques. Alors je sais que ça peut paraître abstrait, mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a toute une science qu'on appelle la science de la mémétique, qui pourrait effectivement répondre à ce genre d'interrogation par rapport à l'ayahuasca. Il y a des expériences qui peuvent être faites, parce que par exemple, les Chouars, qui sont une tribu d'Équateur, les femmes utilisent des chants, par exemple, pour stimuler la pousse du manioc, pour faire pousser le manioc. Ce sont des chants qui, la plupart du temps, ont un passé mythique, font référence à l'univers des mythes, et donc font référence à l'univers de l'ayahuasca. Et ces chants, les femmes les chantent au plan de manioc dans les jardins, dans les chakras. Et effectivement, les plantes poussent beaucoup mieux lorsqu'on leur chante ces chants sur elles, à leur proximité, que celles qui n'ont pas été chantées dessus. Et c'est la fameuse expérience que Joël Sternheimer avait menée sur des plants de tomates. Alors, justement, vous allez nous la raconter par le menu, cette expérience de Joël Sternheimer, menée, comme vous l'avez dit, en Ariège, pas très loin de notre Grand Sud. Nous sommes dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Une pause à nouveau et on continue cette balade passionnante avec mon invité Romuald Le Terrier. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. L'ethnobotanisme est quand même une science absolument extraordinaire. Le chercheur indépendant Romuald Le Terrier est mon invité à l'occasion de la réédition de son livre aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand, livre qui s'intitule « Les plantes psychotropes et la conscience, l'enseignement de l'ayahuasca ». Alors,
nous avions arrêté de papoter lorsque vous alliez nous raconter en Ariège les travaux de Joël Sternheimer. Ensuite, je vous soumettrai une hypothèse et vous me direz ce que vous en pensez concernant ce chant que l'ayahuasca donne pendant son rêve à celui qu'elle a choisi. Racontez-nous ces expériences ariégeoises. Ce sont des expériences qui ont été faites sur des plants de tomates, c'est-à-dire qu'ils ont élaboré ce qu'on appelle des protéodies. C'est-à-dire que la protéodie, ça porte bien son nom, hein, c'est une sorte d'hybride entre la protéine et la mélodie. Alors les protéodies, c'est-à-dire qu'ils ont créé donc des séquences mélodiques, sonores et mélodiques, qu'ils ont diffusées à des plants de tomates, donc avec des haut-parleurs, hein, sur certains plants. Donc certaines de ces protéodies, donc certaines de ces mélodies étaient censées stimuler par exemple le calibre de la tomate, c'est-à-dire sa grosseur, ou aussi le goût, le sucre ou autre. Donc si vous voulez, les pieds de tomates qui ont été soumis à l'émission de ces protéodies ont vraiment donné ce qu'espéraient les chercheurs, c'est-à-dire ont été vraiment beaucoup plus grosses, beaucoup plus savoureuses que celles qui n'avaient pas reçu les mélodies, le jardin silencieux, qui avaient été quoi. plantées en même temps, dans les mêmes conditions, avec la même terre, avec les mêmes taux d'hygrométrie et autres. Donc voilà, c'est une expérience qui est réelle. Les travaux de Joël Sternheimer trouvent même des applications en biotechnologie aujourd'hui. Hein, donc c'est quelque chose de réel. Alors, un fantasme. Donc, revenons à une des hypothèses que vous avez émises dans ce livre. Donc, à partir d'un certain stade de la relation avec la prise de l'ayahuasca, le profane, l'impétrant, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ou le chaman à ce moment-là, ou le futur chaman, entend une mélodie donc dans ce monde de vision. Il y a une mélodie qui lui est donnée par la plante. Et est-ce que cette mélodie ne lui est pas donnée par la plante pour qu'il la chante à la plante elle-même? Ça peut arriver, si. Ça peut arriver. Pour que justement il l'aide à croître et à être belle et à se reproduire. Ça peut arriver, mais à ce moment-là, l'ayahuasca qui semble être en fait une sorte d'intelligence collective, parce qu'on n'a pas encore parlé de la représentation des végétaux, elle est indispensable pour comprendre. Oui, tout à fait. Et si vous voulez, effectivement, l'ayahuasca peut donner des informations sur telle plante. Elle peut effectivement donner des champs pour aller pour aller faire pousser telle plante. C'est très compliqué. Hein. Moi, je me heurte. On essaie effectivement actuellement d'élaborer un protocole de recherche utilisant toutes ces technologies, qui c'est un protocole pluridisciplinaire qu'on essaie de mettre au point depuis plusieurs années, qui regroupe des informaticiens, des musiciens, mais aussi des chamans. Et du côté des chamans, c'est assez difficile parce que ils nous disent qu'en fait, ça touche à des pans entiers de la culture. Des choses extrêmement délicates et voire dangereuses. Donc ils sont un petit peu, pourtant ce sont mes amis, hein, je les connais très bien, mais justement par amitié ils m'ont vraiment expliqué que c'était une recherche qui leur faisait même peur à eux, les chamans, de dévoiler certains de ces secrets, parce qu'effectivement ils avaient peur que en Occident ça prenne une dimension qui pouvait être assez dangereuse. Donc si vous voulez, moi le protocole depuis 1 an je l'ai mis un peu en suspens parce que j'ai senti que ça gênait un peu mes amis chamans et je veux pas du tout les froisser, c'est pas du tout dans mon optique et je préfère ne rien faire que faire mal. Donc voilà, je pense qu'il faudra du temps par rapport à ces recherches. Elles ne sont pas arrêtées, on continue à les poursuivre, mais c'est vrai qu'on a affaire à quelque chose qui peut être effectivement dangereux puisque ces champs on peut imaginer que ces champs pourraient générer des maladies pour certains champs, voire même tuer effectivement, puisqu'ils sont susceptibles de stimuler ou d'inhiber certaines particularités biologiques. Mais ils doivent exister, ces champs entre guillemets dangereux. Oui, ils existent, bien sûr. Bien sûr, ils existent. Ils sont utilisés par les chamans qui sont dans le domaine de la sorcellerie, bien sûr. Oui. Bien sûr, et en plus, c'est dans le chamanisme, quand on est dans l'univers des visions, si vous voulez, le chant a une dimension sonore, mais en plus, il a une dimension spatiale. Ça devient un véritable espace d'expression, le chant. C'est-à-dire qu'il se structure, il devient un univers. Et donc, de là, effectivement, un chant qui est négatif, vous allez le percevoir avec tous ses attributs et toutes ses qualités. Donc, moi, j'ai assisté un jour sous ayahuasca en la concentration de 2 chamans qui étaient distants de plusieurs centaines de kilomètres, et je voyais dans le ciel au-dessus de ma tête effectivement toute cette espèce de réseau
qui semblaient gigantesques en fait, et qui étaient l'émanation de ce chaman en fait. Que moi je percevais sous ayahuasca bien sûr. Oui. Alors Romuald Le Terrier, parlez-nous de la représentation des végétaux. Vous l'avez à peine esquissé. Oui, alors c'est ça qui est important pour Qu'est-ce comprendre, que c'est parce que la représentation des plantes, elle a quand même changé depuis plusieurs années, sous l'impulsion quand même de chercheurs qui méritent d'être cités, même s'ils n'ont jamais travaillé dans le domaine de l'ethnobotanique ou directement en rapport avec le chamanisme, et des gens comme Francis Allais, qui est un grand botaniste, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle L'éloge de la plante pour une nouvelle biologie, puisque là, il redéfinit la notion des plantes. Moi, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup stimulé dans mes recherches, où il explique par exemple que la notion d'individu chez les végétaux est un concept anthropomorphique que nous avons, nous, calqué sur les végétaux, mais n'existe pas. C'est-à-dire que les plantes ne sont pas considérées comme des individus. Oui, comme des colonies. Voilà, oui. Comme des entités collectives. Extrêmement intéressant ça, oui. Pourquoi d'ailleurs? Expliquez-nous pourquoi. D'ailleurs, par rapport aux recherches qui ont été réalisées sur la canopée, oui. C'est-à-dire le sommet de la forêt amazonienne, avec on a vu ces images magnifiques, ces savants comme ça en train de marcher sur une sorte de radeau gonflable qui est posé sur la cime des arbres. Ils ont noté plusieurs ADN différents sur le même arbre. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Alors c'est pas vrai pour tous les végétaux, mais sur certaines espèces de figuiers, notamment en Guyane, ils ont constaté que dans les frondaisons donc d'un même arbre, oui. Certaines branches mères n'avaient pas le même patrimoine génétique. C'est fou ça. Donc la notion d'individu n'a plus cours dans ce sens. Et il y a aussi un phénomène qu'on appelle le phénomène de réitération chez les végétaux, c'est-à-dire que ça c'est assez connu, c'est très présent dans la biologie tropicale, enfin dans la botanique tropicale, mais on peut le voir aussi sous nos latitudes. C'est un phénomène où vous allez avoir une plante, par exemple un arbre qui va tomber, et de cet arbre il va repousser à nouveau un arbre complètement différent, ou voire plusieurs. Donc des phénomènes où on a l'impression que la plante est plus comme une colonie d'entités qui se poussent les unes sur les autres, pour essayer de faire quelque chose d'assez imagé, plutôt que comme des êtres individuels. Ouais. Et ce qui fait que le chaman, quand il rentre, je vais utiliser un terme qui est sûrement impropre, mais dans ce monde de vision en résonance avec une plante, il peut apercevoir différents génies entre guillemets, parce que il y a différents ADN sur cette même plante. Oui, c'est ça au niveau qualitatif. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que là on a une piste qui a été donnée par la science, et le chaman c'est ce qu'il va vous dire. Il va vous dire mais attends, il y a un esprit pour une même plante, par exemple, il y a des esprits pour les racines, il y a des esprits pour les écorces, des esprits pour les feuilles. Et quand vous êtes sous ayahuasca, d'ailleurs le peintre chaman que j'avais reçu à Sedan, les Arts Visionnaires, Pablo Amaringo, a représenté ça, c'est-à-dire que quand il peint la canopée et la selva sous l'influence de la plante, on voit que les plantes possèdent, une même plante va posséder plusieurs visages différents, anthropomorphes, qui suggèrent justement cette notion d'esprit multiple au sein d'une plante, au sein d'une même plante, un esprit multiple intraplante, ce que j'avais marqué dans mon ouvrage, un chapitre entièrement dédié à ça. Et c'est dû à, pour aller encore plus loin et continuer à mettre en perspective toutes les hypothèses qu'on a évoquées, à cette musique qui émane de l'ADN, des différents ADN de la même plante. Alors en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au niveau du phylum des plantes, c'est-à-dire leur arbre généalogique, on pourrait appeler ça comme ça pour simplifier, le phylum des végétaux n'est pas comme celui des espèces comme nous, les animaux, c'est-à-dire qu'il est mis en réseau. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de croisement interspécifiques, des hybridations interspécifiques, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des transferts d'ADN d'une plante à une autre. Ça, c'est assez fabuleux, pas par les voies forcément de la reproduction. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Et notamment, on imagine alors effectivement là, un réservoir de savoir et de connaissances extraordinaires, puisque en partant de ce principe, il n'y a pas vraiment de mort dans le végétal, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment la mort qui fait une cassure dans le temps, dans l'espace et dans le temps. On a l'impression que ce réseau, lorsqu'on imagine le temps selon les concepts relativistes, on peut imaginer ce phylum du vivant végétal comme complètement étalé depuis l'origine. Ininterrompu. Ininterrompu, voilà. Donc avec effectivement une connaissance, un savoir et surtout une contenance d'informations qu'on retrouve aussi au niveau de l'ADN. Mais je pense que cette banque d'informations qu'est l'ADN ne peut, à mon avis, prendre du sens que dans le cadre d'une structure qu'on peut comparer, c'est de l'ordre structurel. Moi, je pense que le phylum des plantes est un réseau, un très vaste réseau. D'ailleurs,
cette fameuse métagéographie dont vous parliez tout à l'heure est faite en réseau dans le chamanisme, et le cerveau humain, il faut le penser, est aussi un réseau extrêmement complexe de 100 milliards de neurones, ce qui est un chiffre absolument incroyable, puisque c'est quelque chose qui se rapproche presque du nombre d'étoiles dans les galaxies, dans l'univers. Donc une structure extrêmement complexe. Et quand on a affaire à des structures extrêmement complexes, il y a une émergence de savoir, de conscience et de connaissance. Alors, Romuald Le Terrier, on va arriver presque à la fin de cette émission. Pour que l'ayahuasca revenir, parce que maintenant qu'on a passé en revue ces différentes hypothèses, ces différents travaux, qu'on a les outils, la dernière question, c'est l'ayahuasca, on est d'accord, selon votre hypothèse, délivre un message qui, à l'origine, est extérieur à celui qui le reçoit. Bien sûr. Je veux dire, j'avais pas en moi, je sais pas moi, la connaissance de la particularité spécifique de tel végétal. J'ai pris l'ayahuasca et là, j'ai découvert cette spécificité. Bien. Donc, c'est une information qui était extérieure à moi, on est d'accord? Bien sûr. Bien. Alors, comment l'ayahuasca stocke ces informations? Comment est-ce qu'elle a une mémoire? Alors, c'est ça qui est intéressant. Le problème, c'est un problème de localisation. Où se trouve c'est cette psyché du végétal. Alors, où se trouve-t-elle? Justement, le problème, c'est de savoir comment. Moi, je pense qu'elle se situe dans cet espace intermédiaire de rencontre entre notre psychisme et des principes, une intentionnalité sous forme de principes bioactifs. Ça va loin, là. C'est-à-dire que, si vous voulez, je pense que la plante a une intentionnalité qui se transforme en psychisme uniquement lorsqu'elle rentre en interaction avec notre réseau neuronal, c'est-à-dire rentre dans une structure qui permet le déploiement de cette information, si vous voulez. D'accord. Le dépliement de cette information, c'est-à-dire qu'il faut du volume, il faut de la place, il faut une architecture extrêmement complexe pour pouvoir synchroniser en fait les deux savoirs, celui que nous avons nous en tant qu'être humain, et cette intentionnalité des plantes et ce savoir végétal. Parce qu'il faut savoir quand même que l'ayahuasca, pour délivrer ses messages, même sur les végétaux, sur une propriété, on va dire, phytothérapeutique d'une plante, pour faire un breuvage ou un soin, elle va quand même utiliser des choses qui sont en vous. Donc, je pense que la psyché de l'ayahuasca et sa conscience est une psyché d'emprunt à notre conscience. C'est quelque chose de vraiment symbiotique. On ne peut pas dire, moi à mon sens, je ne pense pas que la conscience de l'ayahuasca existe sans cette interaction avec la structure cérébrale. Oui. C'est comme quelque chose, un produit qui serait en poudre et qui aurait besoin d'eau pour se développer et prendre du volume. Voilà, quoi. C'est une bonne métaphore. Je vous la donne aussi, c'est gratuit. Profitez-en. Non, c'est une bonne métaphore. Je pense, oui, voilà, on est dans quelque chose de ça. C'est un espace de rencontre, c'est une interface. C'est-à-dire que on ne peut pas concevoir la conscience de ces plantes sans cette notion d'interface avec notre mental et nos structures cognitives. Oui, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, c'est que quand même, l'ayahuasca serait capable de délivrer des réponses sur n'importe quel sujet. Oui. Oui, dit-il, me dire ça. Oui, bien sûr, oui. Non, et mais alors ça peut paraître choquant, bien sûr. Ah non, pas choquant, c'est bon. Tout un paradigme qui change là. Hein, je peux le concevoir. Oui, pourquoi on peut la questionner sur l'espace, ou pourquoi on peut la questionner sur le cosmos. Par exemple, il y a une variété d'ayahuasca qu'on appelle la cielo ayahuasca. Cette ayahuasca va vous connecter à des choses du cosmos. Attendez, il y a différentes variétés d'ayahuasca. Oui, il y a plusieurs espèces de lianes. Hein. Il y a des lianes, on appelle boa ayahuasca, c'est la liane du serpent, où là l'interface va souvent être des choses du domaine reptilien, et vous avez aussi d'autres variétés. Vous avez par exemple la cielo ayahuasca qui, elle, va vous connecter à des choses de l'univers. Et la plupart des expérimentateurs qui prennent cette liane, avec bien sûr toujours couplé avec la chacruna, bien sûr, vont accéder à des visions qui sont du domaine spatial, où vous allez voir des galaxies, des étoiles, des planètes, et ça c'est très bien dessiné aussi et peint dans les œuvres de Pablo Marengo également. Hein. Ouais. Donc moi j'ai pris une fois la cielo ayahuasca, effectivement j'ai vu des choses, des galaxies, des planètes, des systèmes planétaires, des choses d'une précision assez étonnante hein, d'ailleurs. Hein. Donc moi je pense que ça serait intéressant, même et ça serait intéressant d'emmener des astrophysiciens prendre cette plante et de voir un peu ce que j'allais vous dire, pour ce qu'eux disent justement de ce qu'ils perçoivent par rapport à leurs observations. Pour trouver une exoplanète en même temps. Bien sûr. Alors on peut imaginer d'ailleurs
voilà, pourquoi les plantes auraient-elles un savoir aussi vaste sur l'univers? Parce que les plantes, elles sont quand même matricielles, elles sont quand même à l'origine de la biosphère, elles sont matricielles dans le sens où elles sont à l'origine de toute vie sur Terre, et notamment des chaînes alimentaires. On peut imaginer aussi que le phénomène végétal, les entités végétales sont des choses qu'on retrouve un peu partout dans l'univers, là où la vie a pu se développer. On peut même imaginer que c'est la matrice du vivant, dans sa forme développée, et donc effectivement, pourquoi pas imaginer une sorte là c'est purement de la spéculation, hein, une sorte de réservoir de connaissances accumulées au cours des millions d'années à travers des systèmes différents et autres, et effectivement d'avoir accès à des intelligences différentes, puisque l'ayahuasca permet aussi effectivement dans les visions de se connecter à des mondes différents, des choses qui sont, on dirait des fois, d'autres systèmes planétaires, d'autres entités différentes, pas constituées comme nous, mais capables aussi d'interaction avec le chaman. Là, on entre dans des choses qui sont beaucoup plus complexes, que j'ai pas élaborées dans cet ouvrage, mais que j'élaborerai peut-être dans un autre livre, où effectivement le chaman dit qu'il entre en connexion avec des entités d'autres mondes, en fait. Ouais. Mais est-ce que tout ça, finalement, parce que vous avez dû vous poser la question, vous avez quand même une formation scientifique, donc une vraie rigueur, est-ce que tout ça n'est pas un jeu de l'esprit, de notre esprit à nous, de notre inconscient, c'est la question fondamentale, bien sûr. De ce kaléidoscope que l'on a en nous et que l'on ignore, évidemment. Ça, c'est la question fondamentale. Parce que nous aussi, on peut avoir à travers nos gènes, finalement, la connaissance acquise depuis le premier homme ou le premier primate. Mais bien sûr, mais je pense justement que c'est ce que je vous disais. Cet ADN, il est dans les plantes, mais il est aussi à l'intérieur de nous. Donc je pense que ce savoir, il se situe certainement dans cette configuration, mais il émerge uniquement par la rencontre des deux, c'est-à-dire, je vais me répéter, là, me répéter, mais c'est effectivement de la rencontre entre l'intelligence du phylum végétal et l'intelligence du réseau neuronal, on va dire, qui contient aussi dans son architecture et dans sa composition, c'est cette même ADN. On a l'impression que ça pourrait être quelque chose d'unitaire, mais vu sous deux angles différents. Oui, tout à fait, Je ne pense pas effectivement à un moment dans l'expérience qu'il y ait une différence entre la psyché végétale et la psyché humaine. Mais il y a cette intentionnalité qui vient de la plante qui va provoquer effectivement dans les visions un enseignement qui, lui, au départ, n'est pas hominidé, n'est pas humain. Tout à fait. Il n'y a que l'ayahuasca qui provoque ça. Il n'y a pas le géranium que l'on a sur notre pot de fleurs. Il faut quand même des principes bioactifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables, à l'instar de neuromédiateurs, de venir se fixer sur les récepteurs des neurones. Donc il y a toute une littérature. Il y a énormément de plantes psychoactives sur Terre. Pour en citer quelques-unes, on peut citer l'iboga, on peut citer le peyote qui est un cacté. Au Mexique, c'est ça. Au Mexique, il y a énormément de plantes, si vous voulez, qui sont utilisées à des fins rituels. J'en ai utilisé et étudié plusieurs. Il est vrai que la différence avec l'ayahuasca, c'est que là, il y a vraiment une intelligence vraiment pertinente. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà pris du peyote, par exemple. Il y a des visions. On peut en tirer un enseignement, mais il n'y a pas une interface de communication aussi limpide et claire que l'on peut l'avoir avec l'ayahuasca, où là on sent vraiment une intelligence millénaire qui vous enseigne, qui vous dépasse, et qu'on ne sent pas, si vous voulez, dans le rituel avec le peyote, par exemple. Romuald Le Terrier, écoutez, j'ai passé vraiment presque 2 heures en votre compagnie, absolument fascinante, vraiment. Merci. Écoutez, j'espère que on n'attendra pas autant d'années avant que vous ne publiez un bouquin. Non, j'ai des projets, je vous rassure. Bon, très bien, ça nous rassure. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Les plantes psychotropes et la conscience, l'enseignement de l'ayahuasca. C'est aux éditions Alphée, Jean-Paul Bertrand, vraiment 17,90 €. Je rappelle le titre du livre, format de poche, donc que l'on peut emmener avec soi, et vraiment ça ouvre la conscience, visiblement comme l'ayahuasca, puisque vous l'avez essayé, ça ouvre la conscience sur le monde végétal et sur la perception ou le paradigme, comme c'est un mot que vous aimez utiliser, du monde végétal vis-à-vis de l'être humain. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup Romuald Le Terrier. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.
Les aventuriers de l'étrange, c'est terminé. On se retrouvera bien entendu avec grand plaisir la semaine prochaine. Je vous rappelle que je suis à la recherche de témoignages de gens qui ont vécu un phénomène d'apparition ou qui ont constaté des choses un petit peu étranges dans leur maison. Si c'est votre cas, appelez-moi au 0826 300 300, 0826 300 deux fois et laissez-moi vos coordonnées sur ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange, ou si vous voulez m'écrire, eh bien vous avez le mail étrange@sudradio.fr. Enfin, je vous rappelle le titre de ce livre extrêmement intéressant. Je pense que comme moi, je peux dire, nous avons passé presque 2 heures fascinantes avec Romuald Le Terrier, donc, et son livre qui s'appelle Les plantes psychotropes et la conscience, l'enseignement de l'ayahuasca, aux éditions Alphée, Jean-Paul Bertrand. Ce livre sera référencé sur le site des Aventuriers de l'étrange, psyland.org, psyland.org, avec évidemment le podcast de cette émission qui sera disponible en ligne dès lundi, mardi prochain, on va dire. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, très belle semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et au week-end prochain. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy, sur Sud Radio.